Cette vidéo est une présentation de Desjardins Assurance. Aujourd'hui, dans notre bulletin quotidien, je proclame la personne candidate élue au poste de présidence, Christian Daigle. Retour sur les résultats des élections à l'exécutif national. On a pris le syndicat de Québec puis le syndicat de Montréal, on s'est réunis à Trois-Rivières, puis là, on a décidé que c'était un syndicat provincial avec une... Capsule souvenir, les exécutifs d'hier et pourquoi pas un seul rapport d'impôt fait au Québec? Bonjour et bienvenue à ce premier bulletin quotidien du Congrès 2016. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, revenons sur les élections qui ont eu lieu ce matin. Je proclame la personne candidate élue au poste de présidence, Christian Daigle. Monsieur Daigle, d'abord, toutes nos félicitations pour votre nomination. On a beaucoup envie de savoir quelles sont vos impressions. Comment vous vous sentez maintenant? On se sent soulagé après une journée remplie d'émotions comme ça. Les discours hier, les élections ce matin, le débat avant aussi. C'est des grosses journées chargées d'émotions. Puis c'est des journées où les gens sont très fébriles dans l'ensemble de la délégation. Puis c'est des belles journées à passer. Élu au poste de secrétariat général, M. Carl Ouellet. Au poste de trésorier général, Yvan Brault. Au poste de première vice-présidente. Je déclare les mises en nomination closes. Et je proclame la consoeur Mélanie Desjardins élue par acclamation au poste de deuxième vice-présidente. Au poste de troisième vice-présidente, Patrick Audi. Vice-présidente, Lucie. Bien, on parle bien sûr du thème « L'audace de se renouveler ». Vous la vivez ou vous la voyez comment, cette audace? Alors, l'audace de se renouveler, ça fait longtemps que j'y crois. Je me suis impliqué au niveau du CNJ lorsqu'il était mis en place dès le départ au début des années 2000. J'ai fait ma place au sein de l'exécutif en 2005. Maintenant, ça va être avec la présidence générale que je vais continuer. Donc, l'audace de se renouveler va se faire à tous les niveaux. Et puis, j'espère que les délégations vont nous aider également aussi à apporter notre organisation encore plus loin dans cette audace de se renouveler. Et avez-vous des idées précises sur ce renouvellement-là particulièrement? Les idées, j'ai quelques idées. Je préfère par contre les partager avec mon équipe et qu'on fasse des décisions d'équipe à ce moment-là, justement, pour avoir une cohésion et puis après ça, amener l'organisation encore plus loin en équipe avec autant l'exécutif national, les régions et les sections aussi. Très bien. Alors, on a compris qu'on n'aura pas de scoop là-dessus. Merci beaucoup. Isabelle Forcier, RRJ Région 04 et directrice de la section 410. On vous revient après la pause. Voici le genre de fonctionnaire bien protégé qui fait partie du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec. Voici le genre de fonctionnaire pas vite le piton qui fait partie du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec. En 1962 était officiellement fondé le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, donc le SFPQ. Et le 26 septembre, le premier exécutif national était élu avec, à sa tête, Raymond Fortin. On a pris le syndicat de Québec puis le syndicat de Montréal, on s'est réunis à Trois-Rivières, puis là, on a décidé que c'était un syndicat provincial avec une constitution puis bien organisé, tu sais. Et puis c'est là que j'ai été nommé président général. Le premier congrès SFPQ, quant à lui, a eu lieu en mars 1965. C'est à ce moment que Raymond Fortin a prononcé ses propos. La vie syndicale doit venir de la base, des membres d'abord. C'est là que l'on doit puiser les éléments nécessaires à la direction. C'est
C'est là que l'on doit puiser les politiques susceptibles de répondre aux besoins de ceux pour qui, en définitive, notre mouvement est né. On se souviendra que ce premier exécutif national avait commencé sa première ronde de négociations en 1965 pour signer la convention collective le 28 mars de l'année suivante. Cette convention historique fut en vigueur jusqu'en mars 1968. Comme deuxième reportage, on a décidé de vous parler d'impôts, mais de rapport d'impôts, puisque c'est le temps de toute façon. Mais un rapport d'impôt un peu particulier, un rapport d'impôt unique, fait au Québec par nos gens de l'Agence du revenu. Julien Gaudreault, pourquoi l'idée d'un rapport d'impôt unique? On a vu tranquillement des alliés naturels du Parti libéral du Québec commencer à parler dans les lettres ouvertes ou aux médias de l'idée d'un rapport d'impôt unique, mais vers le gouvernement fédéral. On a plutôt transformé ça en proposant l'idée inverse, c'est-à-dire pourquoi ce ne serait pas au Québec qu'on gérait l'ensemble des taxes et des impôts qui sont perçus sur notre territoire. Mais quels seraient les avantages de faire le rapport d'impôt au Québec? Les avantages sont multiples parce que présentement, l'idée de faire 2 rapports d'impôt, c'est une incongruité au final. C'est le résultat d'une espèce de compromis bancal. En rapatriant la perception de l'ensemble des impôts au Québec, on permet aux citoyens évidemment d'économiser du temps, d'économiser de l'argent parce que c'est beaucoup moins complexe. Puis on permet aussi à l'État d'économiser pas mal de sous parce que, évidemment, le traitement est beaucoup moins complexe aussi. Donc, on pourrait aussi dire que dans le contexte où il y a de plus en plus d'enjeux fiscaux qui sont difficiles, le gouvernement du Québec pourrait se permettre de moderniser sa perception des impôts et combattre, par exemple, les paradis fiscaux beaucoup plus efficacement. Le service des communications a contribué beaucoup en développant une publicité qui a été diffusée sur Internet assez massivement. Un rapport d'impôt unique fait au Québec. Plus simple, plus économique. Gardons le contrôle sur nos politiques fiscales. On a aussi mis en place un site Internet où différents acteurs de la société civile, des partis politiques qui étaient favorables à l'idée, dans le fond, se sont prononcés, ont pris position. Puis ça nous a permis aussi de rejoindre le public de chacune de ces organisations-là. Donc, ça fait beaucoup de gens qui ont été informés de ça. Dites-moi donc, qui appuie cette idée? Parmi les individus ou les groupes qui ont accepté de contribuer au projet, on compte tous les partis politiques qui sont dans l'opposition face au gouvernement Couillard. Des chroniqueurs aussi comme Joseph Facal, un ancien président du mouvement Desjardins, M. Belland, le mouvement de défense des actionnaires du Québec, le mouvement national des Québécois, donc plusieurs groupes de plusieurs milieux qui ont décidé de joindre cette initiative-là qui est apartisane, qui est tout simplement en faveur d'une idée simple, rapatrier l'ensemble de la gestion des impôts au Québec. Je pense que le gouvernement a été un peu surpris de la vitesse avec laquelle on a réussi à s'organiser pour lui répondre. Et puis, d'un espèce d'enjeu qui souhaitait tester auprès de la population. Et il y a eu beaucoup de questions très rapidement. Et puis, on s'est rendu compte que le gouvernement n'était pas tellement assuré dans sa volonté d'envoyer ça vers le gouvernement fédéral. Même au contraire, il a ouvert la porte à notre idée, à l'idée qu'on a mis de l'avant, celle de faire un rapport d'impôt unique au Québec. Sur la question des impôts, et en passant, les gens qui nous écoutent, qui aimeraient bien ça remplir juste une déclaration d'impôt par année. Pourquoi pas à Québec? Pourquoi pas à Québec? Question Vox Pop aujourd'hui. On parle des paradis fiscaux. Que feriez-vous avec 1 milliard de dollars qui en provient? Si je vous donnais 1 milliard de dollars qui proviennent des paradis fiscaux, qu'en feriez-vous? Qui proviennent... c'est une bonne question, piège. Qui proviennent des paradis fiscaux, c'est sûr qu'avec une conscience professionnelle, on se dit on pourrait la donner à un organisme qui en a besoin, un organisme d'entraide à la communauté ou aider les jeunes enfants. Et rien pour vous? C'est sûr que je m'en garderais quand même un petit peu pour aller en voyage, mais c'est sûr que, comme on dit, c'est de l'argent sale. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Est-ce qu'on peut régler la paix dans le monde avec 1 milliard de dollars? On pourrait l'espérer. Je l'investirais dans un service public. Et rien pour vous? Absolument pas. Absolument pas. J'ai déjà suffisamment, quoique je suis un faible salarié de l'État. Merci, M. Dufour. De rien. Je paierais un voyage dans le sud à mes membres de la section 609. Bien, merci, mais je vous le souhaite. Merci beaucoup. En fait, je réinvestirais dans les écoles, la rénovation des écoles, et dans le réseau de la santé et dans les ministères également. Et rien pour vous? Rien pour moi.
Parce que je pense que quand on investit dans les services publics, ça nous revient d'une certaine façon. Et donc, quand on investit dans les services publics, c'est tout le monde qui gagne. Voici qui met fin à cette première capsule vidéo quotidienne. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Nous serons là demain. Les amis, n'oubliez pas le photomaton qui se trouve juste à l'entrée. Profitez-en, venez avec vos amis. Sourire. Elle est où la poulette?